Bonjour chers tous, je suis Madame Bouka Cécile, coordonnatrice des études de la filière sage-femme à l'école de base d'Abidjan. J'envoie plusieurs cours sur les SONU. D'abord, les généralités sur les soins obstétricaux néonataux d'urgence SONU. En définition, la mortalité maternelle, c'est tout décès survenu au cours de la grossesse, l'accouchement ou dans les 42 jours suivant la terminaison de la grossesse. Et les SONU sont des soins obstétricaux néonataux d'urgence. Ils sont définis comme des soins offerts en urgence à toute femme et à son bébé, représentant des complications au cours de la grossesse, du travail et des suites de couches. Les causes de la mortalité maternelle. D'abord, le décès des causes obstétricales directes. Ce sont des complications obstétricales, grossesse, travail et suite de couches, d'intervention, d'omission d'un traitement correct ou d'un enchaînement d'événements résultant de l'un des quelques facteurs ci-dessous. Nous avons d'abord l'hémorragie qui représente 21%, les avortements à risque 14%, l'exéclampsie 13%, le travail dystoxique 8%, les infections 8% et autres causes 11%. Ensuite, nous avons les décès de causes obstétricales indirectes. Ce sont des décès qui résultent d'une maladie préexistante ou d'une affection apparue au cours de la grossesse sans qu'elle soit due à des causes obstétricales, mais qui a été aggravée par les effets physiologiques de la grossesse. Elles sont imputables à des causes préalables, dont le paludisme, l'anémie et l'hépatite, et de plus en plus le VIH-Sida. Ces causes indirectes représentent environ un quart des décès maternels. Qu'est-ce que l'incapacité maternelle? C'est une maladie à court ou long terme causée par des complications obstétricales, à type de morbidité, d'infection pelvienne, d'incontinence urinaire, d'infertilité, d'anémie grave et de fistule obstétricale. La fistule obstétricale est la plus grave. C'est le passage anormal entre le vagin et la vessie ou le rectum, souvent causé par un travail dystoxique qui n'est pas traité par césarienne. Les facteurs favorisant la mortalité maternelle. Les trois retards. Le premier retard, c'est la méconnaissance des signes de danger, la lenteur dans la prise de décision et le faible pouvoir de décision de la femme. Le deuxième retard, c'est la longue distance, le mauvais état des routes, l'insuffisance des moyens de référence adéquats et le faible revenu des ménages. Le troisième retard, c'est les insuffisances en personnel, en équipement, en médicaments et consommables et la faible motivation du personnel soignant. Les facteurs liés à la procréation. Les 4 trop. Grossesse trop précoce, grossesse trop tardive, grossesse trop nombreuse, grossesse trop rapprochée. Les âges extrêmes. Une femme enceinte qui a l'âge inférieur à 18 ans et une femme âgée qui a un âge supérieur à 35 ans. La parité qui est supérieure à 4, une femme qui a plus de 4 enfants. Et l'espace intergénésique est inférieur à 2 ans. Et les avortements à risque pour grossesse non désirée. Les facteurs économiques, il y a la pauvreté, la vulnérabilité économique, l'absence de couverture maladie et l'absence de planification familiale. Les fonctions de l'établissement des SONU de base et des SONU complets. Il y a les SONU de base, les SONU complets, SONU C, les indicateurs de processus de SONU. En conclusion, nous pouvons dire que la plupart des complications obstétricales ne peuvent être ni prévues ni prévenues. Mais si les femmes reçoivent un traitement efficace à temps, presque toutes d'entre elles peuvent être sauvées. Tout pays peut éviter la mortalité et l'incapacité maternelle s'il rend les SONU disponibles et accessibles à temps. Les soins de maternité respectueux, SMR. En introduction, nous pouvons dire que les mauvais traitements, l'humiliation et les paroles blessantes sont récurrents dans nos maternités. Cependant, ils n'ont pas leur place dans l'environnement de naissance. Au cours de la dernière décennie, un mouvement populaire pour des soins de maternité respectueux, couramment appelé SMR, a émergé pour s'attaquer à ce problème.
C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les femmes ne se rendent pas aux soins prénatals ou n'accouchent pas dans un établissement de santé. Définition du respect dans les soins de maternité. Le respect dans les soins de maternité consiste à considérer la femme comme une participante active à ces soins de santé, ayant des droits et des valeurs qui doivent être respectés. Cela s'applique à l'aide fournie par un prestataire de santé tout au long du continuum des soins prénatals au travail, à l'accouchement et aux soins postnatals. Il y a cette catégorie de manque de respect et la charte de la femme en périnatalité, les violences physiques, les soins administrés sans consentement préalable, non-confidentialité des soins ne respectant pas la dignité de la personne, violences verbales y compris, discrimination fondée sur des attributs spécifiques à la patiente, abandon ou refus de soins, détention dans les centres. L'objectif de la Charte des droits des femmes enceintes et qui donnent naissance, et cette charte a pour objectif de s'attaquer au problème du manque de respect et des traitements envers les femmes ayant besoin de soins de maternité, d'offrir une tribune pour améliorer la situation. L'objectif des moyens d'amélioration. Faire prendre conscience que les droits de la personne reconnue s'appliquent aussi aux femmes pendant leur grossesse, leur accouchement et la période postnatale. Ajuster la perception qu'ont les femmes d'avoir droit à des soins de maternité de haute qualité aux standards internationaux en matière des droits de la personne. Fournir une base à partir de laquelle le système de soins de maternité et la communauté seraient tenus responsables vis-à-vis de ces droits. La technique de communication interpersonnelle. L'utilisation des techniques de communication interpersonnelle positives lors de chaque rencontre avec les clients fait partie des soins respectueux, notamment assurer le respect de la vie privée d'un point de vue visuel et sonore lors des contacts prénatals. Parler calmement, à voix douce en utilisant des termes et un langage facile à comprendre. Écouter la femme, la famille et répondre de manière appropriée. Écoute active et autres. En conclusion, il faut dire que les soins respectueux sont une compétence qui sauve la vie. Le traitement et les soins prodigués à chaque femme devraient l'encourager à revenir régulièrement dans votre établissement pour recevoir des soins. La consultation du premier trimestre de la grossesse. En rappel, il faut dire que le diagnostic positif de la grossesse et les définitions de la CPN, qui sont l'ensemble des soins prénatals dont bénéficient les mères. L'interrogatoire, les antécédents médicaux, chirurgicaux, gynécologiques et obstétricaux. Et on parle de l'histoire de la grossesse. Maintenant, il y a la date des dernières règles, le DDR, le calcul de l'âge gestationnel et du terme probable. L'examen clinique. L'examen général d'abord, la tension artérielle, le poids, la température, le pouls, le périmètre brachial, la taille. Il y a la recherche d'albumine et le sucre dans les urines. L'examen physique, l'inspection, la palpation et l'examen gynécologique. L'examen obstétrical, c'est le toucher vaginal. Et l'examen complémentaire, sang, urine, sel. L'examen radiologique. La consultation du premier trimestre de la grossesse. La conduite à tenir de la sage-femme. Elle est d'abord curative. Elle est orientée selon les plaintes de la gestante. Ensuite préventive. Acide folique, sérum, vaccin antitétanique si nécessaire. Ensuite, la CCC, l'hygiène porte sur l'hygiène corporelle, vestimentaire, alimentaire et de l'habitat. La proscription de l'alcool, la préparation à l'accouchement. Le rendez-vous ou quand revenir, orienter la cliente selon le cas qu'elle présente. La sage-femme fait la surveillance de la grossesse normale et revenir un mois après chaque consultation. La consultation prénatale du deuxième et troisième trimestre. La CPN du deuxième trimestre, les différentes étapes, l'interrogatoire, l'examen clinique, l'examen général inspection et l'examen obstétrical.
Mesurer la hauteur utérine entre 4 et 7 mois. Hauteur utérine en centimètres égale mois de grossesse multiplié par 4. Au 8e et 9e mois, hauteur utérine en centimètres est égale à mois de grossesse multiplié par 4, moins 2 cm par mois. La conduite à tenir. Interprétez les résultats du bilan prénatal. Faire la conclusion de votre examen avant d'aborder la conduite à tenir. Prescription. Donner un anti-anémique et un anti-palustre à partir de la 16e semaine ou si les mouvements actifs fœtaux sont positifs. Le traitement, il est d'abord curatif, il est fonction de la pathologie que présente la patiente. Ensuite prophylactique, anti-anémique, anti-palustre, 3 doses de sulfadoxine, pyrimétamine et la CCC. Les thèmes de CCC et le rendez-vous. La CPN du 3e trimestre. Les différentes étapes. L'interrogatoire, l'examen clinique, l'examen général inspection, l'examen obstétrical, mensuration, palpation, auscultation et l'examen gynécologique, examen du spéculum et le toucher vaginal. La conduite à tenir de la sage-femme, les curatives, préventives et on ajoute les examens complémentaires. La CCC, elle doit être en rapport avec l'état de la gestante. Et la dernière CPN en grade 3, elle a lieu 15 jours avant la date présumée de l'accouchement. Elle est d'une importance capitale car elle établit le pronostic de l'accouchement en fonction du bishop. Le rôle de la sage-femme devant le paludisme et la grossesse. En grand 1, la prévention du paludisme. La prévention du paludisme chez la femme enceinte s'articule autour de l'association des 3 éléments suivants. Le traitement préventif intermittent, TPI. L'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides mildants. Et l'assainissement du cadre de vie. Le traitement préventif intermittent. La posologie et programmation. La dernière dose doit être donnée avant le dernier mois du terme de la grossesse. L'instruction pour donner le traitement préventif intermittent. Contre-indication concernant l'utilisation de la SP. Ne pas donner la deuxième dose de SP sans respecter le délai d'1 mois au moins avec la première dose. NB. VIH et paludisme pendant la grossesse. Le VIH-Sida réduit la résistance de la femme au paludisme. Chez les femmes atteintes du VIH-Sida ne prennent pas le cotrimazole. Le traitement préventif intermittent doit être donné à partir de la 16e semaine à raison de 3 doses espacées d'au moins 1 mois chacune. La dernière dose doit être donnée avant le dernier mois du terme de la grossesse. Chez la femme enceinte infectée par le VIH et sous traitement au cotrimazole, pour la prévention des affections opportunistes, il ne faut pas donner les 2 doses de SP en TPI. Avant 16 semaines de grossesse, la femme sera encouragée à dormir sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides et à mettre des grillages anti-moustiques aux rideaux, aux portes et fenêtres de l'habitation. Utilisation des moustiquaires imprégnés. Insister sur l'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticides par la femme enceinte dès la CPN 1. Assainissement du cadre de vie, destruction des gîtes larvaires, pose des grillages aux anti-moustiques aux portes et fenêtres des habitations, nettoyage régulier des alentours des concessions, aménagement d'endroits pour le recueil et la destruction des ordures ménagères. Prise en charge du paludisme simple et grave. Fournir des antipaludiques de premier choix. Directive nationale. Traiter la fièvre, paracétamol, éponger la patiente à l'eau tiède. Diagnostiquer et traiter l'anémie. Prévenir la déshydratation et l'hypoglycémie. Eau, boissons sucrées. Rôle de la sage-femme devant la crise d'éclampsie. Les signes cliniques. L'éclampsisme ou signe annonciateur. Les signes fonctionnels, céphalée rebelle au traitement. Les signes oculaires fréquents,
et ils sont caractérisés par des vertiges, sensations de mouches volantes ou de points brillants. Amblyopie. Les signes auditifs, bourdonnement d'oreilles. Les signes digestifs, nausées, vomissements, douleurs épigastriques intenses et permanentes. Les signes nerveux, anxiété, insomnie, irritabilité ou torpeur, paralysie momentanée des membres avec fourmillement, engourdissement. La crise d'éclampsie, c'est un accès convulsif généralisé, semblable à la crise d'épilepsie. On lui décrit 4 phases qui sont la phase d'invasion, la phase tonique, la phase clonique et la phase de coma. À la fin des convulsions, la femme rentre dans un coma de durée et de profondeur variable, suivi d'une amnésie complète. Évolution et pronostic. L'évolution se fait souvent vers le déclenchement spontané du travail avec expulsion d'un fœtus vivant, hypotrophique ou prématuré ou d'un fœtus mort. Parfois, ce n'est pas le cas et cela aggrave le pronostic et expose la répétition des crises et la mère court des risques tels que la mort au cours d'une crise par asphyxie, l'hémorragie cérébro-méningée, l'hémorragie oculaire, la cécité définitive, les troubles psychiques et peut même aboutir à l'internement définitif. Évolution et traitement médical pour faire cesser les crises. Les gestes à poser. Avant l'arrivée du réanimateur, posez une canule de Guedel entre les dents. Prélever du sang pour groupe sanguin, résus, numération formule sanguine, urée glycémie, examen d'urine, protéinurie. Poser une sonde urinaire. Mettre en position pour désobstruer les voies aériennes supérieures. Rechercher la vitalité fœtale par l'auscultation. Rechercher l'existence de contractions utérines. Évacuer la gestance si vous êtes en zone B. Préparer la gestance pour le bloc si vous êtes en zone C. Les médicaments. Calmer les crises convulsives. Une ampoule de 10 mg de Valium en IV. Le traitement d'appoint utilise le sulfate de magnésium. Traitement d'attaque 4 g en IVD en 5 minutes, puis 5 g dans chaque fesse en IM profonde. Le traitement d'entretien 5 g de sulfate de magnésium plus 1 ml de lidocaïne 2% en IM profonde toutes les 4 heures pendant 24 heures. Les précautions. Vérifiez avant chaque dose la fréquence respiratoire, l'état de conscience, les réflexes ostéotendineux. En cas d'arrêt respiratoire, oxygénez la patiente et injectez une ampoule de gluconate de calcium à la dose d'1 g en IVD. Rôle de la sage-femme dans la prise en charge des avortements. Définition. Selon l'OMS, l'avortement est une interruption de la grossesse avant 22 semaines d'aménorrhée. En Côte d'Ivoire, l'avortement est l'expulsion spontanée ou provoquée du produit de conception avant sa viabilité. Soit 28 semaines d'aménorrhée. La classification des avortements selon l'âge de la grossesse. Avortement précoce, avortement tardif. Selon le stade évolutif, la menace d'avortement, l'avortement inévitable, l'avortement incomplet, l'avortement complet. Et selon la nature, l'hygiène corporelle selon la nature, l'avortement spontané, l'avortement provoqué légal, l'avortement non médicalisé, l'avortement sceptique. En 3. Description des différents types d'avortement. Menace d'avortement. Diagnostic. Pensez à une menace d'avortement. La conduite à tenir de la sage-femme. Sur les saignements cessent, adressez la patiente en consultation prénatale. Si le saignement reprend ou est persistant, réévaluez la patiente pour apprécier le retentissement de l'hémorragie sur son état de santé et la vitalité embryonnaire.
à l'échographie. En cas de choc, traité. Avortement inévitable. Le diagnostic fait, la conduite à tenir de la sage-femme. Si l'évacuation immédiate est impossible, administrer 2 mg d'ergométrine en IM à renouveler 15 minutes après si nécessaire, ou 400 de misoprostol par voie vaginale à renouveler au bout de 4 heures si nécessaire, si pas de contre-indication. Les avortements incomplets. Il faut faire le diagnostic. Ensuite, la conduite à tenir de la sage-femme, pareil à la conduite à tenir précédente. Avortement complet. 3-4. Diagnostic. Le col est fermé, à l'échographie l'utérus est vide. La conduite à tenir de la sage-femme. S'assurer de la vacuité utérine par curage digital si le col est perméable, sinon prescrire une échographie. Instaurer une antibiothérapie en cas de risque infectieux.